Look around. You can find cars like these on AutoTrader, like that car riding your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Salut à toutes, salut à tous. La 13e étape du Giro. Une étape encore une fois qui va être intéressante aujourd'hui. Une étape plutôt plate qu'on pourrait penser pour les sprinteurs, sauf qu'il y a des petites murs, des petites montées qu'il faudrait être capable de passer. Il y en a juste une au tout début qui n'est pas très longue. Par contre, sur la fin, il y en a 5 qui s'enchaînent, notamment le San Giovanni, une montée, 5 km à 6,6% de moyenne, située à environ 40 km de l'arrivée. On passera une première fois sur la ligne d'arrivée à Vicenza, au sommet d'un mur de 800 mètres à 7,6%. Ensuite, on aura l'Arcugnano, 1,8 km à 6,6%, au sommet duquel se trouvera le sprint Red Bull, et donc au sommet duquel il y aura 6, 4 et 2 secondes à prendre, et donc on risque de voir les coureurs du classement général un petit peu s'affronter, accélérer dans cette dernière difficulté située à 10 km de l'arrivée, et qui pourrait lâcher peut-être les sprinteurs, et puis ensuite donc on reviendra à Vicenza, et on finira au sommet de cette petite montée de 800 mètres à 7,6%. C'est donc incertain. Les sprinteurs, est-ce qu'ils seront passés, est-ce qu'ils pourront suivre? Ça finit vraiment en montée. Qui aura suffisamment de puissance? On pense qu'un coureur comme Mats Pedersen pourrait être là. Peut-être Or Louis Allard et Corbin Strong. Ça risque d'être plus compliqué pour les Caden Groves et les Olaf Koy. Et puis on peut aussi voir tout simplement les coureurs du classement général. Primoz Roglic, Juan Ayuso, Isaac Del Toro s'affronter. Un coureur comme Thomas Pidcock aussi, Egan Bernal. Voire Romain Bardet, un final qui peut aussi lui convenir. Donc voilà, plusieurs scénarios possibles encore aujourd'hui. Sans oublier évidemment l'échappée qui devrait se former, essayer de prendre un petit peu d'avance pour tenter de rafler la mise, même si ça paraît compliqué vu le profil de la course aujourd'hui. C'est la 13e étape du Giro. Isaac Del Toro, le jeune Mexicain, est toujours en rose et il est fort probable qu'il le soit encore ce soir et continuer à créer un petit peu la surprise, voire à devenir un candidat très sérieux à la victoire finale sur ce Giro. Allez, c'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Le kilomètre zéro qui va s'amuser à prendre l'échappée aujourd'hui. Et pour l'instant, tiens, c'est peut-être la première fois, je crois, depuis le début de ce Giro, qu'il n'y a pas d'attaque immédiate. Peloton qui reste groupé. On n'a pas envie, on sait que les échappées mettent parfois très longtemps à se mettre en place. Du coup, les coureurs se disent aujourd'hui, attends, on va attendre un peu. Il y en a marre de s'efforcer pendant une heure de prendre l'échappée pour finalement la rater. Et bah là, on vient de partir, 180 km à faire et personne qui attaque pour l'instant. Allez, finalement, il n'aura pas fallu attendre longtemps, à peine 1 kilomètre, et c'est parti. Coureur de la Bardiani, évidemment, de la Politit Malta, coureur de l'Arkea. Voilà, ça, c'est les 3 équipes qu'on a vues le plus souvent devant. Mais là, il y en a d'autres. Il y a de l'Intermarché, il y a même de l'Alpecin, du Decathlon. Ouais, il y a beaucoup de monde. Il y a même trop de monde. Un coureur de la Visma Lease Bike aussi, de la Lidl Trek. C'est une dizaine à tenter de sortir. Je pense que ça sera trop. On a Simone Petit pour l'Intermarché. Luca Mozzato, tiens, qui tente de prendre l'échappée aujourd'hui. Il n'arrive pas en sprint. Il est trop loin. Ils prennent de l'avance. C'est Quinten Hermans pour l'Alpecin de Koenig qui est là. Allez, là, c'est un petit peu décousu. Il y a des petits groupes un peu partout. Je pense que les coureurs de la Visma et de la Lidl Trek, ils étaient surtout là pour contrôler. Sauf que derrière, ça n'a pas trop suivi. Du coup, ils se retrouvent dans cette échappée d'une quinzaine de coureurs là. Mais le peloton qui va revenir, évidemment, on va pas laisser partir ça. Après, c'est vrai qu'on sait pas trop. En vrai, qui va gérer aujourd'hui? Est-ce que c'est les équipes de leaders parce que c'est un final en montée assez dur? Ou est-ce que c'est les équipes de sprinteurs comme Mats Pedersen? La Lidl Trek qu'on a déjà vu, c'est l'équipe de ce début de Giro. On les voit tous les jours. Est-ce qu'ils vont encore s'amuser à travailler aujourd'hui? Sachant qu'il faut qu'ils pensent quand même un petit peu à Giulio Ciccone. On n'a pas encore fait les vraies étapes de montagne. Et si tout le monde se crame avant, Ciccone, il n'aura plus personne pour l'aider ensuite quand ça comptera vraiment.
Allez, 2 coureurs qui arrivent à repartir. Coureur de l'Arkea BNB Hotel. Est-ce que c'est encore Luca Mozzato? Il me semble bien, ouais. Accompagné d'un coureur de la Decathlon AG2R. Je crois que c'est Stan De Wolf qui est là. Mais derrière, il y a d'autres coureurs qui tentent de les rejoindre. Coureur de la Polti, de la Groupama, de l'Astana, de l'Intermarché. Allez, c'est Mirko Maestri pour la Polti Visite Malta et Enzo Paeni pour la Groupama FDJ qui rejoignent Mozzato et De Wolf. Mais derrière, il y en a 4 autres qui reviennent aussi. Avec Matteo Moschetti pour la Q36.5. Avec Guy Van Hoek pour l'Intermarché. Donc là, ça commence à faire beaucoup de monde. Et le peloton qui roule de nouveau derrière. J'étais pas sûr qu'on se batte pour l'échapper aujourd'hui. Parce que ça paraît quand même peu probable d'aller au bout. Et finalement, on y croit. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent y aller. On se dit que le peloton commence à être fatigué, qu'on sait pas trop qui va gérer, qu'il y a peut-être une chance d'aller au bout. Allez, ça a été repris. Et on a le duo de Joseph Cerny et Enzo Paleni cette fois-ci. Qui est ressorti. Mais encore plein de coureurs derrière qui tentent de les joindre. Ça va encore prendre du temps pour faire l'échappée aujourd'hui. On est parti depuis 10 km. Il n'y a plus qu'un seul coureur qui est devant là, qui vient de sortir. C'est le coureur de la Groupama FDJ, Sven Erik Bistrom, le Norvégien. Et il aimerait bien pas sortir tout seul. Il a une dizaine de secondes d'avance sur le peloton et il attend un petit peu que quelqu'un au moins le rejoigne. Alors quand il y avait un petit peu de vent, on a vu 3-4 coureurs distancés là, suite à cette accélération sur rythme très fort là, avec toutes ces tentatives d'attaque, et notamment Lorenzo Fortunato, le maillot bleu de meilleur grimpeur, avec quelques équipiers, avec Wout Poels, avec aussi Milan Fretin, avec Alessandro Verret. Ils ont pris une toute petite cassure et ils ont du mal à rentrer encore. Ils sont pas encore tout à fait rentrés dans le peloton, ces coureurs-là. Mais comme le rythme est un petit peu en train de diminuer là, suite à cette attaque de Bystrom, personne qui suit, le peloton qui n'est plus en file indienne, qui fait un petit mur, et ils vont pouvoir revenir. Allez, par contre, il y a des coureurs qui tentent de nouveau de sortir et d'aller rejoindre Sven Erik Bystrom. 1, 2, 3, 4, et d'un seul coup, voilà, il n'y en avait que 1, et maintenant ils sont 7 ou 8 à sortir, ça c'est trop. Il a fallu qu'il n'y ait que 3 ou 4. Un coureur de la Decathlon, coureur de la Bahrain Victorious, un coureur de la Movistar aussi, tiens. Bahrain et Movistar, c'est pas des équipes qu'on a souvent vues dans les échappées. Il y en a encore 2 autres qui tentent de revenir, et qui parviennent à revenir. Et ils sont 7, mais il y en a encore un autre, coureur de la Picnic Postenel, ça ferait 8. Et je crois que j'en ai encore 2 autres qui tentent de sortir, ça ferait 10, ça serait peut-être un peu beaucoup, 10. Mais j'ai l'impression que le peloton laisse quand même partir ils sont 9. Non, ils sont 9. C'est un seul coureur qui revient derrière, c'est Luca Muzzato encore pour l'Arkea BNB qui avait raté le coup. Il habite pas loin d'ici, je crois. Il est né à Vicenza, donc voilà, il est à domicile. Il a envie de sortir. Et là, on a 9 coureurs qui sont partis. On voit 2 coureurs de la Groupama. Ah si, il y a un coureur de la Polti Visite Malta aussi. Bon, bah c'est bon, alors tout va bien. Il y a un Berdiani, il y a un Visite Malta, il y a un Arkea BNB. On a notre quota. On a en plus 2 Groupama, un Movistar, un Bahrain Victorious, un Decathlon et un Picnic Postenel. On a donc Luca Mozzato pour l'Arkea, Fran Miolievich pour la Bahrain Victorious, Dries de Bondt pour la Decathlon, Sven Erik Bystrom et Lorenzo Germani pour la Groupama, Lorenzo Milesi pour la Movistar, Chris Hamilton pour la Picnic Postenel, Mattia Baïs pour la Polti Visite Malta et Filippo Magli pour la VF Groupe Bardiani. Voilà, les 9 échappés. J'ai l'impression que le peloton accepte un petit peu ça. Ah bah, il suffit que je dise ça pour voir qu'il y a 2 coureurs qui tentent d'attaquer. Un coureur de la Soudal Quick-Step, Gianmarco Garofoli, suivi par un coureur de l'Intermarché. Mais là, non. Là, ça y est, il y en a marre. C'est la Visma et The Bike qui immédiatement les a prises en chasse, ces 2-là. Il a un coureur de la Lidl Trade derrière lui. Voilà. Bon, a priori, c'est la Visma. Ils ont Wout van Aert. Hein. C'est vraiment une étape aussi pour Wout van Aert qui paraît... Wout van Aert, dans sa meilleure époque, c'était sûr que c'était pour lui. Il a certes gagné une étape, mais il n'a pas forcément encore de retour à 100%. Mais c'est un des grands favoris aussi aujourd'hui. Et voilà. La Visma, elle veut bien l'avoir passé 9. Je pense que c'est même plus que ce qu'ils auraient voulu. Mais ils vont pas laisser sortir 2 de plus. 9 coureurs sortis, aucun coureur dangereux. Au classement général, Chris Hamilton, qui est le mieux classé, est à plus d'une demi-heure de Juan Ayuso. Donc pas de souci de ce côté-là pour le classement général. Ils ont 16 secondes d'avance, c'est 9 hommes. Mais attention, j'ai l'impression qu'il y a encore des coureurs qui attaquent. C'est pas encore tout à fait fait. Ouais, là, il y a un groupe de 5 coureurs qui tentent de sortir. C'est évidemment beaucoup trop. On a Ethan Hayter avec un coureur de l'Ineos. Ils étaient suivis par un coureur de la Lidl Trek qui a tout de suite leur a fait comprendre que non, c'était terminé. Plus de bons de sortie là. C'est trop tard pour prendre l'échappée pour qui que ce soit. Sans surprise, on leur a pas laissé beaucoup d'avance aux 9 hommes de tête. 2 minutes à peu près, voilà. 2 minutes et 6 secondes à l'instant où ils approchent du sommet de la première difficulté du jour, le Passo Rovellero. C'est un col seulement de 4e catégorie. Pas très dur, hein. Seulement 3 km 500 à 7% de moyenne. Allez, c'est le coureur de la Polti Visite Malta, Mattia Baïs, qui va s'amuser à passer en tête. C'est le seul intéressé. Il fait une petite accélération gentillette pour passer en tête. Les autres ne lui ont pas combattu ces petits points à prendre. Dans le peloton, on a 3 équipes qui travaillent, ce qui nous donne une idée sur les 3 coureurs qui ont des ambitions.
C'est la Visma Lease Bike avec Edoardo Affini qui travaille essentiellement, on se dit, pour Wout van Aert. C'est la Lidl Trek avec Jacopo Mosca qui travaille là pour Mats Pedersen. Et puis la Q36.5 avec Xavier Michael Asparen que l'on voit aussi prendre des relais. Et là, c'est pour Thomas Pidcock. Donc voilà les 3 coureurs qui ont le plus d'ambition et qui ne veulent pas laisser trop de champ à cette échappée parce que c'est 9 hommes dangereux avec des coureurs expérimentés, notamment comme Dries de Bondt, des très bons rouleurs comme Milesi, qui est quand même le champion junior du contre-la-montre. Germany et Bystrom, c'est aussi des machines à rouler. Donc on prend aucun risque pour ces équipes-là et on maintient un écart de 2 minutes, pas plus, alors qu'on est à 147 km de l'arrivée. Et là, désormais, on a eu cette petite difficulté. Désormais, on va avoir environ 90 km absolument plats, avec notamment les 2 sprints intermédiaires, mais qui intéresseront pas forcément non plus les échappés. Peut-être encore une fois le coureur de la Poltivit Malta qui s'amusera à les prendre. Mais sinon, c'est tout. Et il faudra attendre donc le dernier tiers de la course pour voir l'arrivée, le retour des quelques reliefs et la course s'accélérer. 130 km de l'arrivée, l'échappée qui continue son beau travail. Ils sont 9, ils tournent parfaitement les relais, ils sont sûrs de ligne. C'est un peu comme un chrono par équipe. Tout le monde s'entend très bien. L'écart qui a légèrement grandi, 2 minutes 30. On arrive au premier sprint intermédiaire. On va voir si un coureur va s'amuser à passer en tête, prendre la petite prime de 500 € qu'il y a à prendre. Il y a 12 points aussi au classement du maillot de Cyclamino pour celui qui passera en tête. Et c'est encore Mattia Baïs qui y va. Mais cette fois-ci, il y a Dries de Bondt qui décide d'aller le contester. Mais il me semble bien que c'est Mattia Baïs qui est quand même passé en tête. Étonnant de voir Dries de Bondt suivre Mattia Baïs. C'était aussi pour dire à ce coureur de la Poltivit Malta, qui est le plus expérimenté, Dries de Bondt de cette échappée. Donc là, c'était pour lui dire, ok, tu fais les sprints, mais n'oublie pas qu'on est là. Ouais, c'est bien Mattia Baïs qui passe en tête devant Dries de Bondt. Et là, on les voit tous les deux discuter. Certainement que Dries de Bondt lui dit oublie pas de passer tes relais si tu prends tous les points et les sprints et les bonus. Dries de Bondt, c'est un petit peu le papa de l'échappée là, qui gère tous ces jeunes coureurs qui sont plutôt là. Il est en tout cas allé contester Mattia Baïs pour ce sprint intermédiaire. Mais c'est bien le coureur de la Poltivit Malta qui est passé en tête et qui prend les 12 points. Il n'y en aura plus pour le peloton puisqu'ils sont 9 dans l'échappée. Ils ont largement pris tous les points qu'il y avait à prendre. 5 Italiens. Luca Mozzato, Lorenzo Germani, Lorenzo Milesi, Mattia Baïs et Filippo Magli. Un Belge avec Dries de Bondt, un Croate avec Fran Miholjevic, un Norvégien avec Sven-Erik Bystrom et un Australien avec Chris Hamilton. C'est ça, l'échappée du jour. À 100 km de l'arrivée tout pile, ils ont 2 minutes et 11 secondes d'écart sur le peloton. Les écarts qui sont vraiment stables, très stables. Toujours 3 équipes qui travaillent. La Visma Lease Bike, la Lidl Trek et la Q36.5. Alors, je disais tout à l'heure que Dries de Bondt était un petit peu le papa de cette échappée. Alors, pourquoi ? Du coup, on va s'intéresser un petit peu à lui, faire un petit focus. Déjà, si on regarde le palmarès, c'est lui qui a tout simplement le plus de victoires pro dans sa carrière. C'est déjà le plus vieux, il a 33 ans, tout comme Sven-Erik Bystrom, qui a également 33 ans, mais tous les autres sont plus jeunes. Et Dries de Bondt, il compte 7 victoires dans sa carrière. Les seuls autres qui ont des victoires pro, c'est Luca Mozzato et Fran Miholjevic qui en comptent 3, et Sven-Erik Bystrom qui en compte 1. Les 5 autres, Germany, Milesi, Hamilton, Baïs et Magli, n'ont jamais gagné la moindre course dans leur carrière. Dries de Bondt, 33 ans, le Belge de la Decathlon AG2R, qui a évolué plutôt en division continentale dans sa carrière. Jusqu'en 2019, il était chez la Corendon Sarcus et il est devenu un vrai professionnel, on va dire, qu'en 2020, quand il a rejoint l'Alpecin Phoenix, où il est resté 4 ans jusqu'à ce qu'elle devienne l'Alpecin de Koenig et qu'elle monte en World Tour en 2023. Et c'est seulement là, donc il avait alors 31 ans. Et c'est seulement à cet âge-là qu'il a découvert le World Tour. Il a ensuite signé pour la Decathlon AG2R l'an passé. Et c'est donc sa deuxième saison là du côté de la Decathlon AG2R, la mondiale. Dries de Bondt, 7 victoires dans sa carrière. Une seule victoire au niveau World Tour. Et c'était déjà sur le Giro. C'était la 18e étape du Giro 2022. Il s'imposait dans une étape qui était considérée comme pour sprinter, mais l'échappée était finalement allée au bout et il avait devancé au sprint Edoardo Affini, Magnus Cort Nielsen et Davide Gaburo qui étaient ses compagnons d'échappée. 14 secondes devant le peloton réglé par Alberto Dainese devant Arnaud Démare. Dries de Bondt remportait là largement la plus belle victoire de sa carrière. C'est la 3e fois qu'on le voit dans une échappée depuis le début de ce Giro. Il était là lors de la 9e étape et de la 3e étape déjà à l'avant. Cette saison, pas de victoire. Il a fait 3e du Grand Prix de Denain en France. C'était son meilleur résultat de la saison. On l'a vu aussi prendre la 7e place d'à travers les Flandres, course World Tour. Un très bon résultat
C'est la 3e fois qu'il participe au Giro. Et donc voilà, il s'y est déjà imposé une fois. On l'a jamais vu par contre sur le Tour de France, ni sur la Vuelta. Sur les monuments, 3 Paris-Roubaix, 3 Milan-San Remo et 6 Tours des Flandres. Son meilleur classement, c'est cette saison. Il allait faire 22e de Paris-Roubaix. Une belle perlasse aussi pour Dries de Bont, qui est donc à 33 ans, semble être un petit peu en pleine forme, voire dans la forme de sa vie. Et aujourd'hui, il manage pas ses efforts à la fois pour rouler, aussi pour donner des indications à ses équipiers, pour essayer à la fois de ne pas trop s'épuiser, d'être efficace, de garder du temps, mais aussi de garder des forces pour le final, si on veut avoir une chance d'aller au bout. Il ne faut pas se livrer non plus à 100% dès maintenant, parce qu'on est encore loin de l'arrivée. Dries de Bont, il connaît tout ça. Et avec 9 coureurs, même si l'écart est minime, il y a une petite espoir quand même pour cette échappée, pour résister au retour du peloton, même si avec 3 équipes impliquées. Et quand je dis 3 équipes, en fait, ce ne sont que 3 coureurs qui roulent. Jacopo Bosca, Eduardo Affini, et puis c'est Emil Slepins, qu'on voit beaucoup, le champion de Lettonie pour la Q36.5. Ça veut dire qu'il y a encore de nombreux coureurs en réserve qui pourront travailler pour revenir, alors que devant, ils n'auront personne pour les remplacer. Ils seront les 9 ensemble jusqu'au bout. 96 km de l'arrivée, 2 minutes 12 pour les 9 hommes de tête. On arrive au 2e sprint intermédiaire à San Bonifacio, dans cette belle région italienne où les villes abondent. Au nord de l'Italie, on est évidemment, ça y est, le sud c'est fini. On est tout au nord désormais, on se rapproche des montagnes. On va voir si Mattia Baïs et Dries de Bont vont de nouveau s'affronter pour passer en tête de ce sprint intermédiaire. L'écart a légèrement diminué, 1 minute 41 secondes d'avance. On est à 86 km de l'arrivée. Et allez, c'est parti. Là, on retrouve le même trio. Non, il y a aussi Filippo Magli qui décide de se mêler à la lutte, le coureur de la Bardiani. Mais cette fois-ci, Dries de Bont, il va s'imposer très facilement devant Magli et Baïs. Il a anticipé, il ne s'est pas fait surprendre cette fois-ci, Dries de Bont, et il allait prendre les 12 points. Il a peut-être des ambitions maillot Ciclamino, je ne sais pas exactement, au moins dans le classement, parce que je ne pense pas que ce soit les 500 € qui vont changer grand-chose au budget de la Décathlon AG2R, la mondiale. Mais là, il s'est battu et il a devancé les 2 équipes, les 2 coureurs des petites équipes italiennes. Les choses sérieuses commencent à 54 km de l'arrivée, avec le retour des reliefs. C'est fini le plat, on est dans une première ascension non répertoriée. Il n'est pas long, à peine 3 km à 7% de moyenne. Ensuite, il y a une descente et on fera un col de 4e catégorie, le San Giovanni de Monte, 5 km à 6,6%. Et l'échappée qui est en sursis, plus que 40 secondes d'avance désormais sur un peloton qui va très vite. Un peloton qui va très très vite, mené cette fois-ci par d'autres équipes que celles qu'on a vues depuis le début. On a des équipes de leaders aussi qui replacent un petit peu tout le monde. Et dans l'échappée d'ailleurs, ça ne s'entend plus. Lorenzo Germani a attaqué et est sorti là dans la descente. Il a Chris Hamilton et Fran Mioliewicz qui ont réagi, mais un petit peu trop tard. Les 6 autres sont encore un peu plus loin. Mais on est loin de l'arrivée encore. 52 km, le peloton est vraiment pas loin derrière. Ça risque d'être condamné assez rapidement pour les hommes de tête. Et là, en tête du peloton, c'est l'Ineos Grenadier qui roule et qui roule à fond. On a 5 coureurs de l'Ineos Grenadier aux 5 premières places. Désormais, la physionomie de la course a tout d'un coup complètement changé. À la seconde, vraiment, on a commencé à regrimper. Et ils sont en train de revenir. Déjà, l'Ineos Grenadier qui fait un travail terrible et le peloton qui explose complètement dans ce col de 4e catégorie. Là, il doit manquer du monde parce qu'on a dû être un peu surpris par ce mouvement de l'Ineos, très loin de l'arrivée. Il y a Isaac Del Toro, on le voit, avec son maillot rose qui est clairement là. À un moment, ils reprennent les échappées, sauf Lorenzo Germani, qui est seul en tête désormais. Les 8 autres ont été repris par le groupe mené par les Ineos Grenadiers. Mais il est temps de faire un petit peu le point là. Est-ce qu'il y a des favoris qui ont été pris par ce mouvement ? Là, le peloton est complètement explosé. Il y a des coureurs de partout. Je ne sais pas où sont Mats Pedersen. Alors, il y a Bernal, il y a Del Toro, ça c'est sûr. Il y a Roglic aussi qui est là. Derek G et Tom Pidcock ont aussi sont dans le bon coup. Richard Carapaz également. Mais c'est à peu près tout. Ils sont une dizaine de coureurs. Allez, il y a encore pour la Movistar aussi qui est là. Qui est là pour la Movistar ? Ah, c'est Lorenzo Milesi qui est à le reste de l'échappée. Mais il n'y a pas, j'ai pas vu Juan Ayuso par exemple, qui n'est pas dans ce premier groupe. Il n'y a pas de Simon Yates non plus. Mais là, c'est vraiment que les coureurs du classement général. Là. Pedersen, Van Aert ne sont pas là. Pas de Michael Storer non plus. Et c'est Brandon McNulty qui est encore là pour mener le peloton. Enfin, le peloton. Ils sont 6. C'est McNulty avec Isaac Del Toro, Egan Bernal, Primoz Roglic et Richard Carapaz. Derek G et Tom Pidcock sont tentés de partir. Ils sont en train d'être rattrapés là, par le mouvement de Brandon McNulty. Mais on se retourne. On aimerait bien que Ayuso revienne. Il est dans un groupe un petit peu plus loin. Et il y a un autre coureur pour Ineos qui est là. Est-ce que c'est Timen Arensman qui travaille là pour reprendre la tête de ce groupe ? Alors, d'un seul coup, ça a complètement explosé. On se croirait dans une étape de haute montagne.
Il manque Ayuso et il manque Tiberi. Il manque aussi Antonio Tiberi qui n'est pas là. Dans un groupe un tout petit peu derrière. On retrouve Mats Pedersen, on retrouve Michael Storer. Ils sont en train de revenir et c'est un travail c'est la Picnic Postenel qui est étonnamment en train de travailler et de revenir. 2 coureurs de la Picnic Postenel dans ce groupe Ayuso Tiberi qui sont en train de ramener. On voit aussi Simon Yates, Rémi Rochas. Est-ce que Wout van Aert est dans ce groupe? J'ai pas l'impression. Ineos a complètement explosé la course et c'est devenu d'un seul coup un affrontement entre. Ça va être un affrontement entre favoris du classement général là clairement. Giulio Ciccone qui n'était pas là non plus est en train de revenir. Il était dans ce groupe avec Tiberi et Ayuso. Il y a beaucoup de coureurs qui sont fait surprendre et c'est bel et bien Thymen Arensman qui est en tête et qui fait le rythme. Derrière, les coureurs sont éparpillés un tout petit peu partout. Il reste toujours Lorenzo Germani. En tête, ils l'ont pas rattrapé. Lorenzo Germani, il a encore 15 secondes d'avance sur le groupe avec le maillot rose, avec Del Toro, avec Bernal, avec Roglic, avec Ayuso, Tiberi. Ça y est, on a un groupe un peu plus consistant de 25 coureurs qui est à la poursuite de l'Italien de la Groupama FDJ. 48 km de l'arrivée, nous sommes désormais. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Mic check. 1, 2. Are we recording? Hi, I'm Michelle Bernstein, an award-winning chef, restaurateur, and mom. I have a lot on my plate, including my psoriatic arthritis symptoms. That's why I was prescribed Cosentyx. It helps me move better. Cosentyx secukinumab is prescribed for people 2 years of age and older with active psoriatic arthritis. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. Ask your rheumatologist about Cosentyx. Et un coureur d'Astana là, qui vient de sortir de ce groupe des favoris. Il me semble que c'est Christian Scaroni. Et il a immédiatement rattrapé Lorenzo Germani. Ils sont 2 désormais à l'avant. Il l'a rattrapé vraiment très rapidement. Il faut dire qu'il a que 9 secondes d'avance. Derrière, le peloton qui est en train de se reformer petit à petit. C'est même au tour de Wout van Aert de revenir. Mats Pedersen est rentré. Wout van Aert revient avec un groupe d'une quinzaine de coureurs. On a de nouveau un peloton un peu plus conséquent. Au moins 50 coureurs. Alors qu'on arrive au sommet de ce col. Et c'est Christian Scaroni qui passe en tête. Lorenzo Germani, évidemment, là, il ne peut plus que suivre le peloton qui passe 10 secondes plus loin. Mené par les coureurs de la Bahreïn Victorious. Et probablement que la Bahreïn, elle a dit oh, on va se calmer tranquillement. C'est eux qui ont ralenti le rythme en fait. Et ça a permis à plein de coureurs de revenir de l'arrière dans la fin de cette ascension. Désormais, on va avoir une descente. Et puis ensuite, une vingtaine de kilomètres de plat avant le premier passage sur la ligne d'arrivée à Vicenza, au sommet de ce petit mur de 800 mètres. Donc ça va permettre encore au peloton de se regrouper, de se recomposer et de partir, de s'organiser pour partir à la poursuite de ce duo désormais qui est à l'avant, duo d'Italiens avec Lorenzo Germani et Christian Scaroni. On arrive au pied du premier passage sur la ligne, ce premier mur de Vicenza, 800 mètres, à environ 8% de moyenne. Les 2 hommes de tête ont un petit peu augmenté leur avance. Lorenzo Germani et Christian Scaroni ont 45 secondes d'avance sur un peloton qui s'est bien regroupé. Désormais, on a un peloton pas complet, mais au moins une centaine de coureurs. On a vu plusieurs équipes faire un tempo tranquille. La Bahreïn Victorieuse, probablement pour espérer le retour de Zambanini. La Alpecin de Konak aussi, que l'on a vu rouler mollo pour permettre le retour de Caden Groves. Et c'est à ces moments-là que les coureurs ont réussi, les 2 coureurs de devant ont réussi à reprendre du temps. Mais depuis, désormais, c'est une nouvelle équipe qui a pris les choses en main. Et c'est la Lidl Trek. Mats Pedersen est de retour dans le peloton. La Lidl Trek s'est remis à travailler encore et toujours. Et on va voir si une nouvelle équipe, est-ce que Ineos Grenadier va vouloir encore une fois accélérer à fond dans cette montée de Vicenza. Le passage à plus de 12% dans ce petit mur. Ça permet de voir une première fois cette ascension. Et en effet, elle est dure. Elle est dure. Christian Scaroni est sur ses pédales. Il y a un petit virage et ensuite il y a une ligne droite finale de 300 mètres. 300 mètres pour finir à 8% là, tout droit. Donc ça permettra de bien voir l'action avec une foule immense dans les rues de Vicenza autour de cette ligne droite finale
dans lequel sont Germany et Scaroni. Pour l'instant, on ne voit pas encore le peloton qui doit être derrière, pas très loin, qui a dû se rapprocher. Ça commence à être dur pour Lorenzo Germany, là, qui a du mal à suivre Christian Scaroni, qui va passer en tête sur cette ligne d'arrivée pour le premier passage. Et ça y est, on le voit, le peloton derrière, qui a l'air de ne pas avoir été... de ne pas avoir explosé. Cette fois-ci, j'ai l'impression que personne n'a voulu forcer l'allure. Il a l'air encore conséquent. Ouais, là, le peloton est tous ensemble. C'est la Lidl Trek qui mène, et du coup, la Lidl Trek, elle met un rythme suffisamment faible, on va dire, pour s'assurer que Mats Pedersen reste dans le coup. Et donc, du coup, ça ne fait aucune cassure. On a bien un 80 coureurs dans ce peloton. On est à 20 km de l'arrivée. Mais il y a encore une petite difficulté avant de revenir à Vicenza. Ce sera l'Arcugiano, 1 km 800 à 6,6%, au sommet duquel, on le rappelle, il y aura le sprint Red Bull. Il est possible que du coup cette ascension se fasse beaucoup plus rapidement que ce premier passage à Vicenza qui s'est fait tranquillement. La Team Emirates qui a pris les choses en main désormais à l'approche de ce sprint bonus, ce sprint Red Bull. Il y a 6 secondes à prendre pour celui qui passera en tête. Il faut déjà reprendre les hommes de tête. Ça y est, c'est fait pour Germany qui a finalement lâché. Mais Christian Scaroni est seulement 6 secondes devant. Ça va être compliqué pour Scaroni, même s'il est parti en échappée depuis beaucoup moins longtemps que Germany. La Team Emirates a décidé de prendre les choses en main, d'accélérer. Et ils sont en train de revenir pour permettre peut-être à Del Toro, qui a un énorme punch, de passer en tête. Mais on suppose que Roglic va tenter aussi d'aller peut-être chercher les bonifs. On est à 12 km de l'arrivée. Et on devrait voir un petit affrontement là entre les favoris du classement général, si ce n'est pour l'étape, même si c'est également possible pour l'étape, au moins pour ces secondes bonifs. Peloton toujours conséquent malgré le gros rythme mis par la Team Emirates. Il résiste joliment, Christian Scaroni. Il a toujours 9 secondes d'avance. Alors que dans le peloton, on voit Caden Groves qui était réussi à revenir et qui est en train de nouveau de lâcher. Il essaye de s'accrocher pour rester dans le coup, avoir une chance quand même de victoire. Sur le dernier mur final, c'est la dernière difficulté là, avant l'arrivée en gros. Allez, c'est parti, Isaac Del Toro qui fait un énorme effort, qui lance de très loin avec Ayuso dans sa roue. Les deux qui sont partis tout simplement. Et il y a seul Richard Carapace qui tente de suivre. Ils essayent de revenir sur Scaroni juste sur la ligne. Mais c'est Scaroni qui va passer en tête devant Ayuso finalement, qui a doublé Isaac Del Toro. Oh là là, il y a petite compétition là entre Ayuso et Del Toro. Ils sont de la même équipe. Mais clairement, ils se sont livrés tous les deux là. Et c'est Ayuso qui a pris les 4 secondes devant Isaac Del Toro, juste au moment où il revenait sur Scaroni, qui a quand même réussi à passer en tête et prendre les 6 secondes. Mais là, ça y est, il a été repris. Tout le monde est regroupé désormais. Et Ayuso a repris 2 secondes à Del Toro. Il est fort probable qu'entre les deux, il y a petite compétition. Ayuso était censé être le leader un petit peu, pas incontesté de l'équipe, mais quand même le leader. C'était plutôt Adam Yates, le plan B. Et ben là, Isaac Del Toro, il a rebattu les cartes. Et Ayuso, pas sûr qu'il apprécie ça. Ils se sont bel et bien affrontés sur ce sprint Red Bull, là, les deux coureurs de la Team Emirates. Roglic, lui, ne s'y est pas amusé. Désormais, petite descente, puis tout plat, jusqu'au dernier kilomètre et la montée vers la ligne à Vicenza. Tiens, et Romain Bardet qui attaque dans la descente. Romain Bardet qui a décidé de tenter son coup. C'est un très bon descendeur, Romain Bardet. Et là, il a attaqué. Il y a un coureur qui le suit. C'est un coureur de la Lidl Trek. C'est Matthias Vacek. Matthias Vacek, alors il est parti avec lui. Matthias Vacek, il est là pour travailler pour Pedersen, certainement. Il l'a suivi et personne d'autre. Et là, ouais, ils ont pris quelques secondes d'avance, le duo Bardet-Vacek. Le problème, c'est que Romain Bardet et Matthias Vacek, il va probablement pas passer de relais. Eh ben, il suffit que je dise ça pour que Matthias Vacek passe à relais. Je suis vraiment un expert. Ouais, du coup, voilà. C'est peut-être, on travaillait pour Pedersen, mais on se dit que Matthias Vacek a plus de chances de s'imposer. Et il est sorti là avec Romain Bardet. Ils ont immédiatement pris 8 secondes grâce au talent de descendeur de Romain Bardet. Et c'est la Team Emirates qui a pris les choses en main dans le peloton de nouveau. Mats Pedersen est là bien placé en 3e position. Mais forcément, la Lidl Trek, ils n'ont pas à rouler désormais puisqu'ils ont Matthias Vacek qui vient de sortir du peloton. Mais la Emirates va tenter de revenir parce qu'on a vu qu'Ayuso et Del Toro étaient en forme pour le punch et ils peuvent aller chercher la victoire d'étape aussi aujourd'hui. 2 km 500, 14 secondes d'avance pour le duo Vacek-Bardet dans le peloton. Et ben c'est l'Alpecin de Koenig qui roule. Caden Groves est de retour, bien placé, en 5e position. Et la Visma Lease the Bike de Wout van Aert. Voilà les deux équipes qui travaillent. La Team Emirates a reculé. Ils se sont décidés peut-être finalement désintéressés peut-être de cette étape. C'est la Visma et l'Alpecin qui travaillent pour revenir sur le duo Vacek-Romain Bardet. Ça va être très tendu, très intéressant là. Cette arrivée vraiment indécise. Il y a beaucoup de coureurs différents qui peuvent s'imposer. Bien malin, celui qui peut deviner. Aussi bien les deux devant que dans le peloton. On a les sprinters comme Groves, comme Van Aert. On a les punchers comme Del Toro, comme Pidcock. On a les coureurs du classement général comme Roglic et Ayuso. Tout le monde
peut un petit peu s'imposer sur cette arrivée. 1 km 500 et donc 500 mètres avant le début du dernier mur. Est-ce que Romain Bardet, pour son dernier grand tour, va nous faire cette immense joie? Ça serait formidable, mais avec lui déjà, il a Matthias Vacek. Pas sûr qu'il soit plus fort que Vacek, même s'ils arrivaient ensemble. Mais vraiment, l'Alpecin de Koenig qui fait un gros travail pour revenir. Il n'y a plus qu'un équipier, je crois, pour Cadengrove désormais. Ils en ont épuisé 2 autres. J'ai du mal à croire que Cadengrove puisse battre quand même Wout van Aert ou Pedersen dans une arrivée aussi pentue. Il n'arrivait déjà pas forcément sur le plat, donc là, ça me paraît impossible. Allez, on a passé la flamme rouge. Ça va commencer à monter. Toujours 8 secondes d'avance pour Vacek. Et pour Bardet, c'est Vacek qui mène pour l'instant devant Romain Bardet. Bardet qui toutefois est quand même un meilleur grimpeur quand même que Matthias Vacek. Moins bon sprinter certes, mais meilleur grimpeur. Donc les cartes sont là aussi bien battues. Allez, on est parti dans les passages là les plus pentus. Ça passe au-dessus de 10%. L'Alpecin de Koenig est juste derrière. 5 secondes. Ils sont en train de revenir magnifiquement. L'Alpecin de Koenig qui fait un gros travail. Et qui reviennent sur Vacek et Bardet. Ah, c'est fait. Si Cadengroves arrive à ramener cette victoire, ce serait incroyable. Pour l'instant, c'est toujours un équipier de Cadengroves avec Isaac Del Toro en deuxième position, Wout van Aert dans la roue de Del Toro, Pedersen dans la roue de Van Aert. On a Egan Bernal en cinquième position. Je crois qu'il y a un coureur, c'est certainement Louis Saolar qui est là pour la Movistar. Richard Carapaz bien placé. Plancart qui est le coureur de l'Alpecin qui continue de travailler, mais il n'y a personne, il n'y a pas de Cadengroves du tout dans le coup pour l'instant. Allez, Mats Pedersen qui se dresse et qui lance son effort. On est dans la dernière ligne droite. C'est parti pour Pedersen. Wout van Aert qui est le premier à prendre sa roue. Isaac Del Toro qui est aussi dans le coup en troisième position. Mais pour l'instant, Pedersen à 150 mètres qui est en train de... Allez, Van Aert qui est en train de revenir. Ça se joue entre les deux. Il n'y a personne qui peut suivre. Mats Pedersen toujours en tête. Wout van Aert qui ne parvient pas à le remonter. Wout van Aert qui continue de son effort. Et ça va être bon pour Mats Pedersen qui va s'imposer devant Wout van Aert. Et Isaac Del Toro qui prend la 3e place. Tiens, une petite 4e place pour Rémi Rochas, qui s'est joliment battu. Mais la victoire, la 4e victoire de Mats Pedersen dans ce final à l'arraché vraiment entre les deux coureurs. Mais Mats Pedersen, qui au bout de l'effort, a résisté au retour de Wout van Aert, qui n'a jamais pu le remonter. Il finit finalement dans sa roue au final. Hein. Oh là là, quelle puissance, quel monstre. Isaac Del Toro a essayé de suivre, mais il a fini quelques mètres derrière. Et par contre, il prend 4 secondes de bonif, Del Toro. Et il y a aussi une petite cassure, je pense qu'il doit prendre 1 ou 2 secondes à tout le monde grâce à la cassure aussi. Et la Lidl Trek qui continue son incroyable razzia. 5e victoire pour la Lidl Trek sur ce Giro. 4 pour Pedersen, 1 pour Danoul. Malheureusement pour Van Aert, c'est une 2e place. Mais bon, comme il a gagné il y a quelques jours, elle sera moins frustrante que d'autres 2e places qu'il a eues dans sa carrière. Et puis Del Toro, le maillot rose qui continue son formidable parcours et qui reprend encore 4 secondes de bonification à l'arrivée. Allez, si on voit le ralenti, Edward Plankert qui mène tout le monde. Mais le problème, c'est que Cadengroves, il était plus du tout là. Hein. Edward Plankert, il s'est pas retourné. Il a continué son effort sans savoir. C'est Del Toro qui est le premier dans sa roue. Van Aert, Pedersen, Bernal. Et quand Pedersen attaque, il n'y a que Wout van Aert qui peut suivre. Bernal prend immédiatement 2 mètres. Del Toro qui tente de suivre ensuite Wout van Aert. Mais lui aussi, il va perdre finalement mètre par mètre. Et ensuite, il se passe 200 mètres comme ça de duel entre les deux, assez impressionnant. Wout van Aert qui était vraiment bien calé dans la roue de Pedersen. Il tente de remonter, de déborder par la gauche, mais il n'y arrive pas. Il bloque et il finit par se rasseoir. Il finit à mi-hauteur de Mats Pedersen. Waouh, quel duel. Magnifique duel. Et encore la victoire pour Mats Pedersen au terme d'un final brutal. Mats Pedersen, il était pourtant lâché à 50 km de l'arrivée après l'accélération des Ineos Grenadiers, Wout van Aert aussi d'ailleurs. Mais ils ont tous les deux réussi à revenir dans le peloton et se sont disputés ce sprint final. Et c'est Mats Pedersen qui s'impose pour la 4e fois sur ce Giro. 54e victoire en carrière pour Mats Pedersen qui continue d'agrandir son impressionnant palmarès. Ça fait désormais 5 victoires en total sur le Giro, 2 sur le Tour de France et 3 sur la Vuelta, en plus de nombreuses autres victoires au niveau World Tour et en dessous. Il devance donc Wout van Aert. Del Toro termine 3e à 2 petites secondes. Et derrière, le groupe des favoris termine à 5 secondes. Donc ça fait 3 secondes de prix pour Del Toro, plus 4 secondes de bonif. Ça en fait 7. Rémi Rochas qui règle ce groupe. Belle 4e place devant un autre Français, Dorian Godon, 5e. Primoz Roglic fait 6e devant Antonio Tiberi. Derek G, Lewis Aolar et Egan Bernal. 2 coureurs du top 10 ont perdu un petit peu de temps. C'est Adam Yates
et Thymen Arensman qui termine à 18 secondes. Michael Storer, lui aussi, a perdu quelques petites secondes. Il termine 20e à 11 secondes. Toujours pas de chute ou d'abandon aujourd'hui. Une journée tranquille un petit peu pour tout le monde. C'est Ethan Hayter qui termine le dernier du jour, 171e, le coureur de la Soudal Quick-Step. Termine dans un petit grupetto à 16 minutes et 36 secondes du vainqueur du jour, en compagnie notamment d'Olaf Koy, le sprinter de la Visma Lease Bike, qui n'était donc pas du tout là dans le final. Et puis Caden Groves, on a vu ses équipiers travailler à fond pour lui. Et il a complètement disparu dans le final. Il a fini 38e à 27 secondes de Mads Pedersen. Il n'a jamais pu peser finalement, malgré le gros travail de ses équipiers qui ont ramené tout le monde sur le duo Bardet-Vacek. Pas sûr que si l'Alpecin de Konak n'avait pas travaillé, ils auraient réussi à rattraper ces deux hommes-là. Classement général, pas de changement. Del Toro simplement a accentué son avance encore. Il a désormais 38 secondes d'avance sur Ayuso et 1,18 sur Antonio Tiberi. Suivent Simon Yates, Primoz Roglic qui a 1 minute et 35 secondes de retard sur Isaac Del Toro, Richard Carapaz, Giulio Ciccone, Brandon McNulty. Et puis deux coureurs font leur entrée dans le top 10 et profitent des petites secondes de perdu par Adam Yates et Thymen Arensman qui en sortent. C'est Egan Bernal, désormais 9e, et Derek G, 10e. Classement par points, là, Mads Pedersen, c'est une écrasante domination. Il a 227 points, soit plus du double de son premier poursuivant, qui est désormais Isaac Del Toro. À force de faire des bonnes positions, Isaac Del Toro, de faire des sprints intermédiaires, il a ramené des points. Et Isaac Del Toro, il a quand même fait depuis le début de ce Giro 3 deuxièmes places et une 3e place aujourd'hui. Donc il n'a pas encore sa victoire d'étape, mais il est quand même bien souvent très très bien placé. C'est Olaf Koy qui est pour l'instant 3e de ce classement du maillot de Ciclamino. Maillot de la montagne, il y avait très peu de points aujourd'hui à prendre, que des petits cols de 4e catégorie. Lorenzo Fortunato est lui aussi largement leader. Lui, il a quasiment le triple de son premier poursuivant, Juan Ayuso. Manuel Tarozzi est 3e de ce classement. Et puis le meilleur jeune ne change pas avec Isaac Del Toro devant Juan Ayuso et Antonio Tiberi. Demain, nouvelle étape. Et cette fois-ci, les sprinteurs devraient pouvoir s'exprimer, même s'il y a encore une fois des petites ascensions dans le final. Alors, les 140 premiers kilomètres sont entièrement plats. Ça promet. Et ensuite, on a 3 ascensions quand même dans le final. 3 cols de 4e catégorie. L'un qui est de 3 km 500 à 5%. L'un qui est juste un petit mur de 700 mètres à 7,7% et que l'on passera à 2 reprises. La dernière fois, ce sera à environ 8 km de l'arrivée. Mais seulement 700 mètres à 8%. Ça sera quand même compliqué de lâcher même les gros gabarits que sont Olaf Koy, que sont Sam Bennett, que sont Gerben Tjersen ou Caden Groves. Donc on s'attend plutôt à un sprint massif demain. Et d'ailleurs, les sprinteurs ont intérêt d'en profiter parce qu'après ça, il n'y aura quasiment plus que des étapes de montagne à une exception près. Donc il faudra en profiter. Et c'est aussi ça qui nous fait dire que demain, ça devrait avoir encore un sprint massif que pourrait toutefois encore remporter Mads Pedersen, tellement il est en forme. Ça sera demain, ce sera la 14e étape du Giro. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.